Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des affaires criminelles les plus célèbres et aussi les plus controversées de l'histoire de France. Une énigme qui, plus de 30 ans après les faits, continue de faire parler, de semer le doute et de diviser. Au cœur de cette histoire, la question est terrible. Un jardinier qui ne sait ni lire ni écrire a-t-il vraiment assassiné sa riche patronne? Ou alors, est-il la victime de l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle? Allez, on plonge dans cette affaire hors norme. L'histoire commence le 23 juin 1991. Le décor, Mougins, sur la Côte d'Azur. Imaginez un peu, le soleil, les villas de luxe, le cadre est idyllique. Et c'est là, au milieu de ce décor de carte postale, que l'horreur va faire éruption. Tout commence par une simple inquiétude. Ghislaine Marchal, d'habitude si ponctuelle, est absente à un déjeuner. Le lendemain, ses amis s'alarment. Ils entrent dans la villa. L'ambiance est étrange. Tout semble normal, son sac à main est là, mais elle est introuvable. Ce n'est que le soir que les gendarmes, face à une porte de cave bloquée de l'intérieur, la forcent. Et là, c'est la découverte macabre. La victime, c'est donc Ghislaine Marchal, une femme de 65 ans de la haute société. Elle est la veuve du fondateur des fameux phares d'automobile Marchal. On la décrit comme une femme éduquée, cultivée et, détail qui va devenir crucial, une grande amatrice de mots croisés. Retenez bien ce détail. Et voici la pièce à conviction, celle sur laquelle toute l'affaire va se construire. Sur la porte de la cave, écrite avec le sang de la victime, cette inscription « Omar m'a tué ». Une accusation on ne peut plus directe, sauf que, il y a cette faute de conjugaison. Tuait à l'infinitif. Ce détail, qui peut sembler anodin, va devenir le véritable nerf de la guerre judiciaire. Bon, avec une accusation aussi explicite écrite en lettres de sang, on s'en doute l'enquête ne va pas chercher bien loin. Un Omar dans l'entourage de la victime, il n'y en a qu'un. Il s'agit d'Omar Haddad, son jardinier. Le contraste est saisissant. D'un côté, une riche veuve de la bourgeoisie française, de l'autre, un jeune immigré marocain de 29 ans, qui n'est jamais allé à l'école et ne sait ni lire ni écrire. On le décrit comme un homme simple, travailleur, qui appréciait beaucoup sa patronne. Elle l'avait même aidé à s'installer. Pour les enquêteurs, l'affaire semble entendue. Le message est une preuve irréfutable. Le mobile, l'argent, puisque quelques billets ont disparu. Simple, basique. Sauf qu'en réalité, le dossier est vide de preuves matérielles. Rien. Aucune trace de sang sur Omar. Aucune trace de terre dans la cave alors qu'il venait de jardiner. Le néant. Omar Haddad, lui, clame son innocence. Il a un alibi, il dit avoir travaillé toute la journée. Un appel téléphonique qu'il passe à 12h51 est d'ailleurs confirmé. Mais, assez curieusement, les médecins légistes vont modifier leur première estimation de l'heure du décès pour la faire coller avec une fenêtre de tir possible pour le jardinier, même si elle est très courte. C'est un autre point qui va semer le trouble. En janvier 1994, le procès s'ouvre à Nice. L'affaire est hyper médiatisée, elle devient le symbole de l'affrontement de deux France. La défense, menée par le célèbre avocat Jacques Vergès, va méthodiquement démolir chaque certitude de l'accusation. La faute de conjugaison, d'abord. Une amatrice de mots croisés aurait-elle pu faire une erreur aussi grossière? L'accusation répond en montrant d'autres écrits où elle faisait des fautes. Autre point troublant, comment une femme agonisante aurait-elle trouvé la force de barricader si solidement la porte de la cave de l'intérieur? Et enfin, même les experts graphologues ne peuvent pas affirmer à 100% que c'est bien son écriture. Les doutes s'accumulent. Et à tout ça s'ajoute un élément tout simplement incompréhensible dans une affaire criminelle. Le corps de Ghislaine Marchal est incinéré à peine une semaine après sa découverte. Une semaine. Cette décision rend impossible toute nouvelle expertise, pour toujours. Une précipitation qui alimentera durablement les soupçons d'une enquête pour le moins bâclée. Après une semaine de débats intenses, les jurés se retirent pour délibérer. La France entière retient son souffle. Le verdict tombe, Omar Haddad est condamné. 18 ans de réclusion criminelle. Cette peine est étrange. Pour un meurtre, il risquait la prison à perpétuité. On a l'impression que c'est une peine de compromis, comme si les jurés eux-mêmes n'étaient pas totalement convaincus de sa culpabilité. À la sortie du tribunal, la réaction de son avocat, Maître Vergès, est fulgurante. Il lance cette phrase terrible. Il y a 100 ans, on condamnait un officier parce qu'il avait le malheur d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le malheur d'être maghrébin. Il compare l'affaire à l'affaire Dreyfus, dénonçant un verdict fondé sur le racisme. Cette phrase va marquer les esprits et transformer un fait divers en une véritable affaire de société. L'affaire prend alors une dimension politique. Le roi du Maroc, Hassan II, intervient auprès du président Jacques Chirac, qui finit par accorder une grâce partielle à Omar Haddad. Attention, ce n'est pas une reconnaissance d'innocence, c'est juste une réduction de peine. Il est finalement libéré en 1998, après un peu plus de 7 ans de prison. Pour Omar Haddad,
Un nouveau combat commence alors, celui pour la reconnaissance de son innocence. Un combat qui va être nourri par l'émergence de nouveaux éléments vraiment troublants au fil des ans. Des contre-expertises graphologiques, des enquêtes de journalistes et de détectives privés ont ouvert de nouvelles pistes, impliquant parfois des proches ou même des gens liés au grand banditisme. Mais l'avancée la plus significative, elle, est venue de la science. Et en 2015, la science livre ce qui ressemble à une véritable bombe. Des analyses ADN, qui étaient impossibles à l'époque du procès, sont faites sur les portes de la cave. Les résultats sont stupéfiants. On retrouve 4 profils ADN masculins différents mélangés au sang de la victime. Et le plus important, aucun de ces ADN n'est celui d'Omar Haddad. On pourrait penser que cette découverte allait tout changer. Eh bien non. À ce jour, toutes les demandes de révision du procès ont été rejetées. Pour la justice française, malgré ces 4 ADN inconnus sur la scène de crime, Omar Haddad reste le coupable. Cette affaire laisse donc un vrai sentiment d'inachevé. D'un côté, il y a une condamnation. De l'autre, une absence totale de preuves matérielles, une enquête très critiquée et des preuves scientifiques qui semblent disculper le condamné. L'énigme reste entière. Omar Haddad est-il le coupable idéal ou le symbole d'un immense fiasco judiciaire ? La question, elle reste ouverte.